Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire matinale du crédit, donc la deuxième d'une longue série. Euh, c'est un webinaire que j'ai commencé il y a 15 jours et donc je le veux sur un format assez léger et court pour vous, hein. Donc c'est une durée de 15 minutes et je tiendrai tous les 15 jours le temps de le nourrir en actualité. Le but c'est de vous fournir de l'information, des clés de lecture de l'information à la fois sur les taux, mais aussi sur le marché immobilier, que ce soit pratique dans votre quotidien, à la fois agent immobilier ou gestionnaire de patrimoine indépendant. Donc ce qu'on va voir, ce sera toujours les mêmes thématiques, l'évolution du taux de crédit, la production de crédit, l'impact sur le marché immobilier, mais je vous présenterai aussi des solutions de crédit qui pourraient débloquer des situations de vos clients qui parfois ne trouvent pas de solution de financement auprès de leur banque. Alors, bon, le son est bon, donc je vous propose de commencer. Alors, par une question pour chauffer un peu les esprits. Hop, alors, si les taux d'emprunt continuent de baisser, à quel point pensez-vous que cela pourrait influencer les décisions d'achat de vos clients d'ici la fin de l'année? Alors, je vous propose de répondre par plus un si vous pensez que ça pourrait avoir une influence positive sur le comportement d'achat de vos clients, et moins un si ça n'a aucun impact. Euh, voilà, n'hésitez pas, vous répondez dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans le chat, j'y répondrai à la fin du webinaire. Moi, c'est plutôt positif, donc ça reflète un petit peu le consensus actuel d'un rebond pour le dernier trimestre. Donc on pourrait faire cet exercice régulièrement et en faire peut-être un indicateur avancé de l'immobilier occitan, voire national. Donc ce que je vous propose, c'est de voir l'actualité récente. Donc les taux sont en baisse depuis octobre 2023, ça, il n'y a pas de surprise. Selon par contre Crédit Logement, CSA, donc une étude qu'ils font régulièrement, cette baisse ralentit, hein, de juin à août. Le taux moyen est passé de 4,20 à décembre 2023 à 3,62 pour août 2024 et les prix immobiliers dans l'ancien se stabilisent. Donc il y a une petite baisse, pas énorme, je crois qu'on est entre 3 et 4%, mais ça se stabilise. La confiance des acheteurs par contre n'est pas encore établie, compte tenu du peu de visibilité qu'on a en matière économique et politique. Les facteurs de stress, donc euh, toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On a une actualité quand même assez importante, notamment le week-end dernier avec le réseau Keller Williams. C'est pas un petit réseau qui a été placé le week-end dernier en procédure de sauvegarde. Un constructeur de maisons individuelles breton, un célèbre constructeur, la maison Kervran, placé en liquidation. Donc le printemps d'immobilier qu'on n'a pas eu à cause de la crise politique de juin, est-ce qu'on peut imaginer l'avoir pour ce dernier trimestre et parler d'automne de l'immobilier? Est-ce que la baisse des taux de refit de la Banque centrale sera le déclencheur? Eh bien, nous le verrons assez vite, hein. Donc une fois qu'on a, voilà, donc c'est le slide sur l'actualité récente. Une fois qu'on a dressé ce tableau, moi ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les taux, et notamment essayer d'anticiper leur évolution. Moi, ce que je regarde, à titre perso, hein, pour anticiper les taux de crédit immobilier bancaire, je regarde deux éléments, c'est l'OAT à 10 ans, donc c'est le papier, l'obligation d'État à 10 ans de l'État français, et l'Euribor 12 mois, donc là c'est le marché interbancaire. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. À l'écran on a l'évolution du taux moyen proposé, hein, sur l'OAT 10 ans, donc le taux de marché, hein, marché secondaire. Et donc ce qu'on constate, hein, c'est bien sûr la baisse, la forte baisse d'octobre à janvier sur le taux de l'OAT, le taux de rémunération de l'OAT. Et puis finalement, on rentre dans une sorte de canal haussier. Donc on voit la ligne de soutien et la ligne de résistance en bleu. Et donc le, l'OAT donc navigue dans cette tendance oblique, cette tendance haussière. Euh, c'est contre-intuitif, hein, quand on sait que depuis octobre, les taux de crédit bancaire sont en baisse. Et puis on arrive à la fin de ce canal.
Alors bizarrement, il y a une actualité qui est plutôt négative, hein, avec l'annonce de Standard Poor's qui dégrade le papier français et l'annonce de la dissolution évidemment de l'Assemblée nationale. Et suite à ces deux annonces, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est début juillet, ben, on part sur une phase de baisse. Donc on casse la ligne de support en rouge. Il y a un petit pullback et là on part à la baisse. Et depuis 15 jours, donc depuis la première matinale, on continue à baisser. On est passé sous les 3%. Donc plutôt un élément positif concernant l'évolution des taux de crédit bancaire. Alors, pour expliquer la baisse des taux bancaires, alors que l'OAT, vous avez vu, était plutôt haussier, hein, jusqu'à début juillet, c'est l'Euribor 12 mois. Pourquoi l'Euribor 12 mois? Les banques prêtent à long terme, hein, aux particuliers et aux entreprises. Par contre, elles se refinancent à court terme, notamment à un an. Elles fait ce qu'on appelle de la transformation. C'était compliqué pendant la phase de hausse des taux, hein. Et là, pour le coup, le marché du crédit a été un peu grippé. Mais quand on regarde l'évolution depuis octobre de l'Euribor 12 mois, on est donc dans une baisse jusqu'à janvier, puis ensuite on rentre dans une sorte de trading range un peu latéral, enfin latéral, hein, entre 3,70 et 3,50, pour finir par une cassure à la baisse, comme pour l'OAT, donc même évolution. Euh, fin juin, début juillet, et on continue de baisser, on est passé sous les 3% à 2,97 depuis la première matinale du crédit. Donc un aspect plutôt positif, hein, sur l'évolution des taux de crédit. Moi, ce que je constate, hein, sur le terrain, des grilles bancaires qui étaient plutôt en ordre dispersé, hein. Des banques qui étaient très agressives depuis le début de l'année, elles ont eu plutôt tendance à augmenter leurs taux. Je pense par exemple au CCF, hein, qui était très agressif depuis son retour sur le marché en janvier. Contrairement à la Société Générale qui était plutôt en retrait du marché, qui gérait plutôt sa fusion avec la Banque Courtois. Et là, en septembre, déjà août et puis septembre, donc une baisse sur leur grille donc de 20 points de base, 0,2%. On a vu avec d'autres banques du moins 0,3%. Le consensus lui voit toujours un taux de crédit à 3% pour la fin de l'année, donc on est quand même assez optimiste. Même si la baisse des taux ne suffit pas, hein, soyons clairs, hein, pour relancer le volume de crédit. On l'a vu sur l'année passée, les taux baissent depuis octobre et jusqu'à finalement l'année 2024, on n'a pas forcément vu une explosion du volume de crédit. Ça, on va le voir dans un second temps sur le graphique suivant. Donc d'un point de vue macro, donc on est en forte baisse, hein, depuis 2021, c'est moins 52% sur la production de crédit. On est à moins 36% par rapport à 2023. Donc on produit depuis le début de l'année 109 milliards de crédits immobiliers dans l'ancien, hein. Donc vous avez le graphique de la Banque de France à l'écran. Toutefois, les points positifs, la Banque de France dans son dernier rapport fait état d'un rebond, hein, de la production depuis avril. On voit l'évolution qui ne cesse de baisser de juillet 2023 jusqu'à mars. Puis avril, là, on a un volume qui repart. Donc c'est plutôt positif. Les banques reviennent sur le marché. Leur grille d'analyse de risque se détendent. Voilà, ça rejoint un petit peu les éléments positifs, baisse de taux, augmentation du volume du crédit. Euh, on voit un certain dynamisme de l'offre bancaire, hein, qui coïncide avec le rebond des intentions d'achat des ménages. Ça, c'est l'INSEE qui nous l'indique. Ces intentions qui ont retrouvé leur niveau de 2022. Alors attention tout de même, hein, le marché de crédit reste sélectif. Euh, on voit quand même le taux d'apport personnel moyen est élevé à 46%, ce qui explique l'éviction quand même des ménages faiblement dotés en apport comme les jeunes primo, les emprunteurs modestes, les familles nombreuses et les familles monoparentales. Alors en termes de perspective, moi ce que je propose, donc une analyse un peu une analyse du marché immobilier. D'un point de vue, alors, je vais commencer par l'ancien, hein. D'un point de vue macro, le, le tableau quand même assez noir, hein. Moins de 33% de transactions dans le monde. Aux États-Unis, les transactions immobilières sont passées de 7 à 4 millions
Donc même constat à Singapour, Canada, donc c'est un phénomène global. Et les dernières statistiques de juillet font état de 793 000 transactions sur 12 mois glissants, soit une baisse de 22% par rapport à août 2023. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des signes positifs, notamment des signes de rebond sur les transactions aux États-Unis, au UK avec la baisse des taux. En France, on voit les prix qui repartent doucement dans l'ancien. Les acheteurs sont dans le marché, mais peinent à concrétiser les transactions. Notamment, Sologer constate une tendance à la hausse de l'activité immobilière depuis mai 2024. Et dans le même temps, le groupe ERA Immobilier note que depuis février, pardon, il y a une augmentation du nombre de compromis avec une augmentation des volumes d'actes sur les mois à venir. Dans le neuf, hein, par contre, l'actualité est plus inquiétante, hein. Bon, la tendance de fond reste plutôt en berne dans le neuf, et c'est global, hein, partout dans le monde. Euh, 279 000 mises en chantier, selon les chiffres du ministère du Logement. Donc on rejoint le niveau de 1954, avec une tendance toujours à la baisse. Les PC accordés en France restent en dépression. Euh, les ventes aux particuliers de logements neufs augmentent de 3,3% entre le T1 et le T2, mais une baisse de 10,4% par rapport à la même époque, donc au T2 2023. Les ventes aux institutionnels augmentent depuis 5 trimestres, donc ça c'est plutôt positif. Le point noir, c'est les faibles chiffres du neuf qui auront des répercussions pendant 3-4 ans. Il y a une forme d'inertie, hein, sur ce marché. Euh, tous les terrains qui ne sont pas achetés, tous les PC qui ne sont pas déposés, pour que le marché reparte, il va falloir donc repartir sur un cycle long, l'acquisition de terrain, le dépôt de PC, l'épuisement des recours, les pré-commercialisations, tout ça, c'est un cycle plutôt de 3 à 4 ans. Donc si le marché repart, ça ne sera pas avant 3 à 4 ans. Et donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas un phénomène franco-français mais global, hein. Par exemple, la construction dans le neuf aux États-Unis, elle est passée de 1,8 million à 1,2 million par an. Au Canada, par exemple, le principal promoteur de Toronto a divisé son chiffre d'affaires par deux. Singapour, le nombre de logements neufs vendus est passé de 14 000 à 2 000 par an. Euh, Compte tenu de ce contexte, ce qu'on constate de par le monde, c'est que les gouvernements votent des plans pour soutenir la filière. Ce que pour l'instant, on ne constate pas en France, hein. Donc d'une manière générale, si on doit faire un résumé, hein, de ce qu'on constate, c'est que la correction des prix qui était attendue plutôt forte et longue, finalement pourrait être faible et courte, donc c'est positif. On le voit notamment sur Singapour, hein, ça a duré un trimestre, hein, et puis les prix sont repartis à la hausse. Euh, et l'activité également. Donc les anticipations des agents immobiliers sont plutôt bonnes. Notamment Sologer meilleur agent, donc c'est une analyse de Sologer meilleur agent qui table sur 900 000 transactions en 2025, donc un rebond par rapport à cette année. Euh, le problème qui demeure, c'est vraiment un problème d'offre. C'est structurel, hein. La petite baisse des prix, qui d'ailleurs repart à la hausse, hein, en parlant des prix, euh, ça pousse pas les vendeurs forcément à revenir dans le marché. Donc, quelque part, si on doit résumer, je dirais cette analyse du marché immobilier, c'est si la relance de l'immobilier ne trouve pas de catalyseur dans le marché, il faudra aller le chercher du côté des décisions politiques, comme on le voit dans certains pays que j'ai évoqués, hein, aux États-Unis, à Singapour. Mais malheureusement, pour l'instant, ça ne va pas vraiment dans ce sens, hein, en France. Alors, pour revenir donc aux mois qui nous attendent, euh, je vous ai dit, hein, en préambule, que le printemps de l'immobilier n'a pas eu lieu à cause de la crise politique de juin. Est-ce qu'on peut espérer un automne de l'immobilier pour les mois à venir? Pour résumer les bonnes nouvelles, on a la BCE qui a baissé ses taux de 25 points de base. Le 19 septembre, on a la Fed qui est attendue aussi à la baisse. Euh, une baisse des taux de banque centrale qui diminuerait le coût de l'argent pour les banques, donc ça aussi, qui pourrait améliorer le bilan des banques et les pousser davantage sur le marché du crédit. Mais surtout la baisse des taux de marché interbancaire, hein. Je parlais de l'Euribor 12 mois, qui aura vraiment un impact sur son activité cœur, qui est l'activité de transformation, hein, prêtée à long terme et empruntée à court terme.
Donc on attend beaucoup des banques et qu'elles reviennent donc sur le marché avec des critères d'octroi un peu plus souples pour être beaucoup plus présentes et répondre favorablement à leurs clients, qu'ils aient cette envie de reconquête client et d'octroyer des crédits pour financer les transactions à venir. Donc on a des éléments positifs, on l'a vu, hein, des points positifs sur le marché immobilier. Euh, il reste quand même des sources d'inquiétude hein, qui demeurent. On parle de la géopolitique, il y a les élections américaines. Euh, on a quand même de manière globale un peu de visibilité hein, sur le plan économique en France et autant sur la stabilité politique. Il y a d'autres éléments comme sur la partie professionnelle. Bon, c'est aussi une qui fait partie de mon activité, hein, vu que j'interviens à la fois sur le particulier et sur le pro. Chiffres de défaillance qui continuent à être inquiétants, alors que euh, les chiffres, si je regarde, alors c'est d'autres éléments que je regarde moi. Hop. Donc pour regarder la prime de risque que prennent les banques, elles vont suivre deux indicateurs, enfin c'est deux taux. Deux taux, c'est l'investment grade et le high yield. Pardon, ce sont les taux moyens euh, demandés aux entreprises lorsqu'elles émettent des obligations. Et donc, ces taux, quand ils augmentent, c'est que les investisseurs considèrent qu'il y a du risque dans le monde de l'entreprise. Et quand ils baissent, c'est qu'ils considèrent que le risque diminue. Et donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. En rouge, vous avez la courbe de l'investment grade et en vert, le high yield. L'investment grade, ce sont les entreprises classiques. Le high yield, c'est ce qu'on appelait les junk bonds, les obligations pourries, les entreprises très risquées. Et donc, ce qu'on constate, c'est une valorisation qui a tendance à monter, ce qui veut dire que le corollaire, c'est des taux qui baissent. Donc, une prime de risque qui a tendance à baisser sur le marché de l'entreprise. Et donc, ce que j'aimerais que ça se reflète dans l'analyse et les comités de crédit des banques pour le pro, c'est que ça se détende et que plus de dossiers passent et soient financés. Donc voilà pour la présentation. J'espère avoir respecté le timing d'une manière générale. Sur les solutions de financement, euh, vous avez vu, donc j'ai fait un post sur LinkedIn pour les non-résidents. Donc c'est des solutions qui peuvent être intéressantes si vous avez des clients qui reviennent sur le marché français, les taux se détendant, l'inflation baissant. Les investisseurs internationaux reviennent hein, sur les marchés, notamment les marchés français. Donc ça peut être intéressant. Sur le particulier d'une manière plus précise, des solutions, n'hésitez pas à me solliciter lorsque vous avez des clients qui ne trouvent pas de financement auprès de leur établissement bancaire et de manière plus inquiétante de solutions sur l'ensemble du marché bancaire français. Euh, je peux étudier de différentes façons, soit les accompagnons pour faire ce qu'on appelle du window dressing, c'est-à-dire les rendre bankable, les rendre finançables, et donc je les accompagne sur 3 6 mois, et ensuite je vous repasse le relais pour réaliser un projet. Soit c'est juste qu'ils ne sont pas financés avec leur banque, et donc je vais trouver des solutions soit avec des banques concurrentes, soit sur des solutions alternatives pour financer leurs projets. Donc n'hésitez pas à me solliciter on pourra discuter de toutes les solutions que je peux proposer. Voilà pour le webinaire. Donc on arrive à son terme. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre? Sinon, vous me contactez, puis on pourra échanger directement. Non, c'est bon. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis donc dans 15 jours, ou avant, si vous souhaitez me contacter, mais dans 15 jours pour la prochaine matinale du crédit. À bientôt. Au revoir.